Bonsoir et bienvenue sur la troisième et dernière partie de la soirée. Cette fois-ci consacrée à certains acteurs qui voudraient bien rendre l'Union européenne un peu plus fédérale. Pour ne pas dire en faire un État fédéral comme les États-Unis. Il y a plusieurs factions qui sont pour justement une Europe plus fédérale, plus intégrée. Oui, on dit intégrée pour commencer parce qu'il ne faut pas choquer non plus les gens, mais l'idée est là. Oui, on va passer au document. Alors, Diana Prince. il y a différentes formes d'État et chacun a ses avantages et certains ont leurs inconvénients. Donc ici sur le site Vie publique, sur la fiche qui donne les différentes formes d'État, nous avons deux définitions, une pour l'État unitaire et l'autre l'État composé. L'État en tant que société politique organisée sur un territoire peut avoir différents types d'organisation. On distingue notamment les deux suivantes. L'État unitaire, avec un pouvoir unique au niveau national, c'est la forme la plus répandue dans le monde. Vous avez l'exemple de la France, tout simplement. Et le virage qu'elle est en train de prendre, elle n'est plus vraiment en État unitaire. Mais oui, en théorie, sur les papiers, elle est encore en État unitaire. On y arrive, c'est l'objet de toute la partie. Et l'État composé, dont l'exemple le plus courant est l'État fédéral. C'est un ensemble d'États fédérés aux compétences limitées. Ça vous donne dans quoi la tête. État fédéré aux compétences limitées. Les autres compétences, notamment la souveraineté externe, étant exercée par un niveau supérieur incarné par l'État fédéral. Voilà. Vous voyez cela par exemple pour les États-Unis, et aussi à une certaine échelle l'État allemand. Dans l'État unitaire, c'est au niveau national, la nation a son pouvoir de décision sur tous les aspects, alors que dans un État fédéral, les nations, elles sont limitées dans la plupart de leurs compétences, ou la plupart, dans certaines proportions, j'entends. Mais on les limite clairement, et il y a un État au-dessus des États qui gère tout, y compris la souveraineté externe, la défense, etc. Et l'Union européenne, comme on l'énonçait d'ailleurs dans la partie précédente, grâce à un bon commentaire, sa formation a été encouragée justement par, en grande partie, les États-Unis. Elle cherchait à unifier, dans un premier temps, l'Europe pour simplement faire barrage, pour éviter qu'elle ne se fasse envahir par le bloc soviétique, militairement, mais aussi politiquement et culturellement. Et dans un deuxième temps, l'Europe, c'était un marché et un allié très intéressant à créer, mais plus facile à gérer si l'Europe était homogénéisée. Là où, pour moi, ça risque d'être très compliqué d'homogénéiser. Oui, mais par exemple, prends les États-Unis d'Amérique, entre l'État de Louisiane, qui était vraiment très français. Mais c'est le même peuple culturel qui est arrivé au départ. Les premiers colons étaient le même peuple, avec les mêmes visions, la même envie. Non, justement. Ça, c'est la propagande américaine qui dit maintenant que c'était déjà à peu près. L'État de Louisiane, c'était très français. Pas loin, par exemple, dans l'État de Washington, c'était très anglais. Des approches, des religions différentes. Oui, mais après, c'est les nationalités des différents colons, mais globalement, même si ils partageaient toutes cette valeur commune, qui était celle d'arriver et de recréer un nouveau monde. Ça, c'est déjà un peu propagandistement différent de la réalité. Les États, par exemple, français n'étaient pas là pour créer quelque chose à part de la France, mais pour étendre la France. Là où très vite les États, effectivement, d'origine anglaise, ont été pour créer un État indépendant de l'Angleterre. Les États espagnols, c'était encore plus spécifique. Mais justement, une fois que ça a été unifié sous la bannière de la fédération, les États-Unis d'Amérique, il y a eu une homogénéisation, et chacun des États n'était plus un État national, c'était un État fédéré au grand pouvoir des États-Unis. D'ailleurs, on a vu ce que ça donnait quand il y a eu tentative de division pendant la guerre de sécession. Voilà. L'idée d'unir une Europe sous une bannière unique a eu lieu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin,
lors de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, il avait aussi envie de unifier Avec le plan Marshall, de toute façon. Voilà. Le plan Marshall a sa grosse importance. Cette vision fédérale, elle est arrivée avec le plan Marshall. Enfin, l'Allemagne, sous le régime de son grand chancelier de la Deuxième Guerre mondiale, voulait aussi unifier l'Europe sous une seule bannière, une bannière allemande. Et là, avec le plan Marshall, justement, financé par les États-Unis, il y a eu une tentative d'unifier tout ça à l'américaine. Ça a commencé vraiment très vite. Fin de la guerre 1945. Et là, une petite vidéo de l'INA, le Congrès fédéraliste européen à Rome, en 1948, 3 ans à peine après la fin de la guerre. C'est très court, mais l'ambiance est déjà là. À Rome, plus de 600 délégués de l'Union européenne des fédéralistes appartenant à 13 nations, parmi lesquelles la France, représentée par M. Mitterrand, secrétaire d'État à la présidence du Conseil, et Mme Perolle, se sont réunis au Palais de Venise. Les problèmes économiques, sociaux et démographiques ont été tour à tour étudiés, qui doivent permettre la formation d'une Europe véritablement unie. Avec la petite musique, moi j'aime bien. Et de toute façon, ça, tu vois, ça montre. Mitterrand, justement, était à cette époque-là. Et Déjà à cette époque-là. Asselineau, une fois, avait sorti que, justement, Mitterrand, avant de mourir, comme il savait qu'il allait mourir, avait dit notre ennemi, c'est pas la Chine, notre ennemi, c'est pas le peuple du Moyen-Orient, notre ennemi est déjà là, il est américain. Notre ennemi est de l'intérieur, voilà. Je sais plus le terme que Mitterrand avait dit, enfin, un truc mais à la Mitterrand. Il peut parler de l'américain comme ennemi intérieur. Voilà. En cela, il rejoignait une certaine vision de De Gaulle aussi, qui voyait que la France devait faire mais devait séparer des... Oui, il a fait un bon tampon. À ce niveau-là, De Gaulle, on peut au moins lui reconnaître ça. Ça et d'autres choses, mais je suis pas profondément gaulliste sur tout ce que De Gaulle a fait. Il y a des choses que je reconnais volontiers que ce qu'il a fait était très bien. C'est un sujet qui me diviserait quand même, pardon. De Gaulle, on va pas rentrer dans ça. C'est pas le sujet. Mais effectivement, il a fait tampon face à l'Amérique. Mais il a fait tampon, ça c'est certain. Indéniable. Mais là, déjà, Mitterrand, futur président de la République, déjà en 1948, une Europe unie. Vagabond dit, quelle ironie, l'Europe qui a influencé la création des États-Unis d'une certaine manière par sa colonisation, se prend le retour de bâton de ses anciennes colonies nord-américaines, qui désormais influent sur la vie européenne. Ouais, oui, c'est un bon retour de bâton. Même si, il faut savoir que l'Europe en elle-même, intellectuellement, était divisée lors de la création des États-Unis. Il y avait une partie de l'Europe qui était plus pour un ancien modèle médiéval, et une Europe qui était plus pour un modèle nouveau, axé sur le commerce, sur les grands enrichissements, qui a fait école aux États-Unis. Les États-Unis se sont séparés de l'Europe aussi pour des raisons économiques évidentes. Et donc, ça a commencé déjà en 1948 d'imaginer quelque chose qui pourrait être un fédéralisme à l'européenne. Et aujourd'hui, certains partis qui avant essayaient d'être plus discrets à ce niveau-là, parce que ça divise le fait de rendre une Union européenne, d'en faire un État fédéral, il y a des partis qui s'en cachent plus. Notamment l'Allemagne. Là, je n'étonne personne. Voici la vidéo qui a été faite par Arte lors de l'arrivée au pouvoir d'Olaf Scholz, enfin, lors de sa nomination à la tête de l'État allemand. Arte est très forte pour diffuser les idées du couple franco-allemand. Je voudrais dire que cette curieuse ouverture que nous constatons chez de nombreux citoyens, l'optimisme qu'ils y associent, s'est également emparé de nous. Une coalition dite Ampel, feu tricolore, emmenée par le chancelier Olaf Scholz, s'apprête à prendre avec optimisme les rênes de l'Allemagne. Leur viatique, un contrat de coalition de 177 pages. Mais que dit ce contrat sur la question européenne ? Les premiers mots frappent fort.
La coalition veut plus de fédéralisme, inspiré du modèle allemand, et moins de centralisme bruxellois. Pour aller dans cette direction, l'idée serait de faire de l'actuelle conférence sur l'avenir de l'Europe la base d'une future assemblée constituante. De plus, la coalition SPD-FDP-Verts souhaite renforcer les pouvoirs du Parlement en lui donnant l'initiative de la législation, jusque-là prérogative de la Commission. Il faut les arrêter, ces FDP. Ça leur va bien comme nom. FDP, c'est... Ah oui, quand même. Oui, les FDP sont dans la Commission européenne et dans le Parlement européen. Ils y sont en masse. Je sais qu'ils sont en masse. Il y a beaucoup de FDP. Et pas tout seulement. Là, le terme est lancé, Assemblée constituante. Ouais, on a déjà vu ça lors de la Révolution française, en fait. Une assemblée qui s'autoproclame Assemblée constituante pour imposer la démocratie d'après leur vision, se coupent d'abord du droit présent et disent maintenant c'est nous qui allons écrire les règles. Et là, on s'en cache pas, hein, on voudrait créer une assemblée qui pourrait décider des règles qu'il faudrait pour un État fédéral européen. N'oubliez pas que dans ce genre d'État, les richesses ne circulent pas de façon ordonnée. Ceux qui sont riches vont s'enrichir, donc les États riches vont grandir, et les États pauvres, non, ils resteront à leur niveau. La politique, les jeux de pouvoir, en fait, se pétrifient dans un État fédéral. D'où l'enjeu, tu vois, de l'annonce d'il y a quelques semaines d'Ursula von der Leyen d'inclure des pays comme la Moldavie, qui sont pauvres, justement pour... force de travail pas chère. Voilà, force de travail pas chère, et continuer à... En fait, finalement, on va encore revenir à cette fameuse pyramide de Ponzi, mais ce qu'ils veulent créer, c'est ça, c'est... Les États membres seront en haut de la pyramide, et plus on introduira des nouveaux pays, plus ils paieront cher. Leur intégration. Et n'oubliez pas le principe de la pyramide de Ponzi, c'est qu'ils vont en sortir juste avant que ça n'explose. En ça, le Brexit est un coût économique qui peut s'avérer payant. Mais à propos justement de la répartition des pouvoirs dans les États fédérés, les États-Unis, vous prenez les États côtiers, qui étaient déjà riches à la base, n'ont pas vraiment permis à l'enrichissement des États qui est dans le centre de l'Amérique. Là, c'est pareil. En Europe, si on passe maintenant déjà à une Europe fédérale, les pays qui ont le plus de pouvoir le conserveraient et ce ne serait pas redistribué de façon égale. De toute façon, vous allez le voir. Le vagabond qui a écrit « Je reste convaincu que l'idée d'une Europe fédérale sera compliquée à mettre en place ou à maintenir le cas échéant. Les différences et identités culturelles sont malgré tout très marquées. » C'est ce que je te dis, ce sera ça vraiment la vraie difficulté. Plus que juste du régionalisme chauvin, et donc il y aura trop de fiction au fil du temps. Friction, peut-être. Trop de friction au fil du temps pour que ce soit stable. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais en plus, même en dehors de ça, je pense que là où c'est impossible, on ne pourra pas arriver à une uniformisation totale, étant donné qu'ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord sur tout ensemble. Parce que les décisions, de toute façon, il y aura toujours des gagnants et des perdants, donc ils n'arriveront jamais à trouver l'unanimité. Exactement. Ils ne trouveront pas l'unanimité. Mais on peut contourner ça. Pour l'instant, le modèle européen, celui qui a été signé lors, par exemple, de l'accession de l'Europe des 25, c'est que ça devait être unanimité pour prendre des décisions. Comme ça, c'était la promesse qu'on faisait aux nouveaux États qui arrivaient que c'est pas parce qu'ils sont moins riches que leur pouvoir de décision sera amoindri. Ils ont autant de pouvoir que n'importe qui. Et justement, prochain point de la vidéo. On va encore avoir l'hymne à la joie. Oui, n'oubliez pas, l'hymne à la joie, ça devait être l'hymne officiel de l'Union européenne. Ensuite, on a dit non, ça n'est pas officiellement l'hymne de l'Union européenne, mais c'est toujours utilisé comme tel, surtout sur Arte. Surtout les idéologues, en fait, de l'Europe fédérale. Ils aiment utiliser l'hymne à la joie. C'est une belle musique, quand même. Pardon.
par la Commission et par la France. Sans aller jusqu'à revendiquer une armée européenne commune, la coalition tricolore veut renforcer la coopération entre les armées nationales. Concrètement, cela passe par la création de structures de commandement et d'un quartier général civilo-militaire commun. En matière de politique extérieure et de sécurité, elle souhaite que les décisions ne soient plus prises à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée afin que l'Union européenne soit plus rapide et réactive. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une volonté d'être plus réactif à l'échelle européenne, c'est-à-dire de faire de l'Europe un interlocuteur crédible et donc qui peut réagir de manière efficace aux différentes crises qui sont de plus en plus nombreuses. On le voit aujourd'hui à la frontière de l'Europe entre la Pologne et la Biélorussie. C'est vraiment l'échelle européenne qui est utilisée comme l'outil d'analyse et l'outil de réaction pertinent pour l'Allemagne aujourd'hui. Je précise cette vidéo à 2021, presque 2 ans. C'est pour ça, c'était juste avant la guerre de l'Ukraine. Aujourd'hui, et ça c'est un changement important. Non, patience. Vous voyez, le mécanisme qu'ils veulent faire sauter, c'est l'unanimité. Passer ce stade-là, il suffit juste d'avoir une majorité établie pour pouvoir imposer des décisions aux autres. C'est faire sauter en fait le verrou sous lequel, quand l'Union européenne est passée de 15 à 20 et à 27 et plus, c'est le verrou qui a assuré à tout le monde de on s'inscrit, mais c'est sécure. Si on passe maintenant à un système où il faut juste une certaine majorité pour certaines décisions, pour des décisions communes qui engagent tout le monde, là, ce n'est plus vraiment un obstacle. S'il y a des personnes qui sont plus régionalistes que d'autres, de toute façon, on a déjà vu. Quand il y a la Constitution européenne, il y a eu un référendum. Il y a eu un référendum et une réponse claire, c'était non. Pourtant, après, le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, ouais. Ils peuvent refaire ça à une échelle plus grande. Il faut juste qu'il y ait l'illusion que tout le monde veut l'Europe. Oui, c'est ça. Mais justement, je pense que c'est ça, ils essayent de pousser la résilience du côté de tout citoyen de l'Union européenne pour qu'il n'y ait pas de résistance, justement, s'ils viennent à faire ça, parce que justement, ça aurait des conséquences dramatiques. À mes yeux, c'est que mon humble avis. D'ailleurs, regardez par exemple comme l'Allemagne récupère certains aspects dans ce programme. En faisant une armée européenne, l'Allemagne n'est pas obligée de réinvestir plus que ça sur sa propre armée. Elle aura qu'à gérer les autres par le vote des autres États. Sauf que ça a déjà sauté les verrous. Ils ont relancé, là, avec la guerre en Ukraine, justement, ça fait sauter ces sanctions. Oui. Là, les Allemands sont en train de se réarmer. Sans parler que l'Allemagne voudrait faire bande commune avec la France pour le contrôle de l'arme nucléaire. Vagabond qui dit « Je vois mal à l'avenir l'UE fournir une aide à la Pologne sur la question biélorusse alors qu'ils sont toujours rien fait depuis le départ des tensions et ça sera partout pareil. » Non mais de toute façon, comme on l'avait vu avec le circuit des armes, on a bien vu que les Polonais, à ce niveau-là, ils arrivaient à s'armer, quoi. Donc la question, c'est qu'ils attendent plus forcément l'aide de l'Union européenne, ils vont pouvoir se gérer tout seuls. Là, éventuellement, la question Pologne-Biélorusse, à l'époque de la vidéo, donc en 2021, c'était quand il y avait la Russie via la Biélorussie qui voulait créer un nouveau corridor d'arrivée massive d'immigrants. Au lieu de passer par la Méditerranée, ils voulaient justement passer par l'Est de l'Europe. Et c'est là que la Pologne, en fait, dans un premier temps, a pris une horrible claque médiatique en affichant qu'en fait la Pologne est un pays xénophobe qui refusait de venir en aide aux personnes les plus en détresse. Parce qu'effectivement, à la frontière biélorusse, ces migrants n'arrivaient pas à entrer en Pologne et étaient maltraités par les Biélorusses qui encourageaient des violences. Et puis l'armement de la Pologne, je le vois aussi sur une autre raison, c'est aussi de pouvoir renégocier les accords d'après-guerre avec les Allemands. S'ils arrivent à avoir une armée assez puissante, ça les crédibilisera plus sur une nouvelle renégociation. Ouais. C'est comme ça que moi je vois la chose. Mais t'as raison. L'Allemagne veut se réarmer et c'est pas sans raison. Je parlais plutôt de l'aspect politique que militaire. Attends, on va relire ta question. Je vois là à l'avenir l'UE fournir une aide à la Pologne sur la question biélorusse alors qu'ils n'ont toujours rien fait depuis le départ des tensions, ça sera toujours pareil. C'est vrai, politiquement, mais justement, l'UE avait bâché un petit peu la Pologne parce qu'elle ne laissait pas entrer les gens de Biélorussie. Il y a eu un énorme changement
lors du déclenchement officiel du conflit ukrainien-russe, parce que la Pologne à ce moment-là a accepté un grand nombre d'émigrants, pardon. Un grand nombre est passé par la Pologne et un grand nombre s'est installé en Pologne, encore aujourd'hui. La présence maintenant d'immigrants ukrainiens en Pologne est très conséquente. Et d'abord, on ne savait pas qu'un pays pouvait accueillir autant d'immigrants en un temps aussi court, ni qu'il n'y ait pas de remous supplémentaire. Il n'y a pas eu de tension spéciale qui a été vue en Pologne, d'augmentation de la délinquance, etc. Il y a toujours des affaires, oui, mais pas à une échelle, comme on le dit, que c'est toujours lié aux migrants. Non. Ça, c'est un aspect justement très intéressant, mais on y reviendra dans la suite. Oui, parce qu'on a toujours tendance à imaginer que peu importe le pays, à partir du moment qu'ils prennent une forme de migration, enfin une immigration dans son pays, il y aura forcément du remous. Et là, la Pologne a donné en fait un exemple à la fois d'accueil, mais qui a aussi une histoire de compatibilité culturelle dans le pays qui accueille les migrants et le pays d'origine des migrants. Et finalement, c'est là qu'on va rebondir sur l'Europe fédérale. Des peuples aussi différents, est-ce qu'on arrivera à faire un consensus sans qu'il y ait eu des ordres? Je sais pas, par exemple, prends l'Allemagne qui a prôné le multiculti et a invité massivement, par l'appel de Angela Merkel. Oui, le fameux Willkommen. Oui, elle a montré son opinion qu'il fallait faire venir les gens en Europe. D'où qu'ils viennent. Ce serait l'Europe, ce serait un pays magique et que tout le monde serait heureux. Sauf que là, ils sont en train de se mordre les doigts et de subir de plein fouet les conséquences. Oui, mais justement, est-ce que ils ont appris de leur leçon ou est-ce qu'ils continuent sur leur... Non, ils persistent. Ils persistent et ils signent. C'est ça. Même si on voit de plus en plus d'entraves. Parce qu'en plus, ils font, en faisant ça, c'est une image forte que Merkel a envoyée à l'international, qui a été vue par ces migrants qui sont venus et qui ont pensé que de toute façon l'Europe était un Eldorado. Ouais. À partir du moment où on te dit, venez, on va vous accueillir, et pour après les foutre dans des centres de migrants et compagnie, est-ce que c'est vraiment une solution? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de défaillance déjà à ce niveau-là? C'est parce que j'imagine que Merkel imaginait que la seconde partie du plan, la relocalisation des migrants par quota selon les pays, lui permettrait de gérer en fait. Mais les migrants ne venaient pas spécialement pour être dans l'Union européenne. Ils venaient pour tu vois, c'est vrai que on peut faire le parallèle avec ça, avec la gestion des migrants en Europe. Donc s'ils arrivent déjà pas à régler un problème de ce type, comment ils vont décider ils vont prendre les décisions militaires ensemble? Regarde. L'Europe ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Il en faut plus. Il en faut plus. Il en faut plus. Il en faut plus. Beaucoup plus. Vagabonde qui dit, c'est un des exemples de différences culturelles. La Pologne n'accueille que des migrants ukrainiens sur une situation exceptionnelle, alors que du côté de l'Europe de l'Ouest, c'est accueil à bras ouverts, sans se poser de questions. Puis sans proposer de solution, en fait. Ouais. C'est ça. On dit venez, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire. On ne sait pas déjà gérer les problèmes qu'on a à l'intérieur de la France. Et on invite les gens à venir en masse. Vagabonde qui dit l'Allemagne a invité en masse à essayer de garder uniquement les cerveaux et de répartir le reste dans les autres pays européens. La suite, on la connaît. Vous m'envoyez des bras en Italie, des jambes en Espagne. Nous, on garde les cerveaux. Mais après, encore une fois, les cerveaux. Est-ce qu'on a besoin d'importer des cerveaux quand on a défoncé notre système éducatif à un quota de 10% comme l'a fait le traité de Lisbonne? Tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Ben, pas tout à fait. C'est en fait dans la logique même. Il n'y a pas assez de personnes sous-qualifiées pour que le marché du travail soit réglé comme on le veut. Donc, on importe encore plus de masse sous-qualifiée pour faire couler celle qui est déjà. On la noie dans la masse. Oui, mais s'ils veulent se focus que sur les cerveaux. Non, l'Allemagne ne veut pas que le cerveau, mais elle veut que tous les pays en fait soient réglés sur l'horloge qu'elle leur impose. Vagabonde qui dit on n'en a pas fait encore assez. Il en faut plus. Il en faut plus. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un parler du communisme, ça n'a pas marché, car il n'y en avait pas assez. Ah, à la Commission européenne, ils disent la même chose du marché libre. C'est parce que... Du marché libre et éclairé. Voilà. La libre concurrence éclairée. Il y avait une superbe vidéo où il y avait
Tatiana Ventose, qui allait à la Commission européenne, ou au Parlement européen, et ils en parlaient, ils prévoyaient, ils exposaient leurs plans, leur doctrine, etc. Et c'était magnifique à voir. La vidéo est un peu longue, elle a peut-être même plusieurs années maintenant, mais il faut la voir. Soit c'était, on a infiltré la Commission européenne, un truc comme ça. Alors, vous parliez de la Pologne, c'est tout à fait intéressant. Passons maintenant à cette partie-là, parce qu'on y arrive justement. La Biélorussie, c'est vraiment l'échelle européenne qui est utilisée comme l'outil d'analyse et l'outil de réaction pertinent pour l'Allemagne aujourd'hui, et ça, c'est un changement important. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Au premier semestre 2022, la France prendra la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que le projet européen de cette nouvelle coalition tricolore est compatible avec les intentions d'Emmanuel Macron? Le couple franco-allemand peut-il connaître un nouvel élan? Les termes utilisés, l'impulsion donnée est plutôt rassurante. Après, dans les faits, la politique se mesure aux faits accomplis et au soutien. Donc, on va être aussi dans une situation assez inédite, assez paradoxale, où on a un nouveau gouvernement et puis un autre qui remet son mandat en jeu. Donc les projets phares vont être menés. Est-ce qu'ils vont aboutir sur la question migratoire, par exemple, qui n'avait pas abouti sous présidence allemande? Il y a une vraie attente, je pense, à l'échelle européenne, et les Français vont avoir besoin de s'appuyer sur les Allemands sur cette question. Même si Paris ne rêve pas d'une Europe fédérale, la France ne peut que se réjouir de ce nouveau partenaire qui veut aussi une Europe plus forte et plus réactive. Reste à voir si ce contrat de papier et cette nouvelle lune de miel franco-allemande accoucheront d'avancées concrètes. Alors, la France ne veut pas d'une Europe fédérale, c'est du foutage de gueule. Le gouvernement français court vers cette... Donc, non, mais c'est trop mignon, la façon dont il parle, le couple franco-allemand. Ensuite, il déclare ça sous thérapie de couple, tu vois, raviver la... Oui, c'est plus l'amitié, il y a un mariage. Oui. On a passé un mariage de papier, comme elle dit. mariage de papier. Tu vois, où ils sont assis l'un à côté de l'autre, ils se parlent quand il faut. Passe-moi le sel, merci. Je rentre tard le soir, m'attends. J'ai dû travailler au bureau. Je faisais rien avec l'Italie. Non, je fais mal. Tu vas pas encore me reprocher le coup de la Grèce. Instant, on va pas y partir. À la base, j'apprécie l'hymne à la joie, malheureusement de moins en moins. Et Beethoven prend un coup dans l'aile. Vagabond dit la France peut-être, les Français non. Ben oui, c'est ça. Il y a la France, le gouvernement français, les personnes qui nous représentent, ces figures politiques, ces exemples de vertu et de... Non, j'arrête ça ne fait pas. Qui doivent présenter l'orientation générale de la France. On a voté pour eux, ils ont été élus démocratiquement. Et il y a le cap qu'ils nous donnent. Le couple franco-allemand. Ils ne sont pas mariés, ils sont pacsés. Juste un courrier et c'est dissolu. Je sais pas, j'aime pas parler des couples quand ils sont pas là. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais loin du fédéralisme quand même. Ouais, c'est vrai, parce que ensuite tu aurais les enfants qui commencent à gueuler. Maman, pourquoi papa il a dit ça? C'est vrai? Voilà. Le conflit ouvert entre l'Union européenne et la Pologne ou la Hongrie sur le respect de l'état de droit a laissé des traces. Le nouveau gouvernement allemand veut que les règles existantes, ainsi que les arrêts de la Cour de justice européenne... Il y a 2 ans quand même. C'est pas si loin. Poutine avec la moustache de Staline. Et Kaczynski, c'est ça, avec la moustache d'Hitler. Et la Pologne ou la Hongrie sur le respect de l'état de droit a laissé des traces.
Le nouveau gouvernement allemand veut que les règles existantes, ainsi que les arrêts de la Cour de justice européenne, soient appliqués plus strictement. Mais rien de très concret. Les incantations sont parfois nécessaires, puisque on se rappelle que c'est ce qui était aussi souvent reproché à Angela Merkel et à ses différents gouvernements, c'est d'être un peu trop laxiste envers certains États comme la Pologne ou la Hongrie, qui ne respectaient pas assez l'état de droit ou qui ne respectaient pas tout simplement le droit européen. Donc le fait de l'inscrire, le fait de l'évoquer, c'est aussi... L'état de droit, c'est l'état que le pays se décerne. En quoi il ne respecte pas l'état de droit des règles qui s'imposent à eux-mêmes. Même sa phrase, sa formulation, elle est même maladroite, quoi. Il y a 2 ans, quand c'était justement le reproche qu'on faisait à ces pays d'Europe de l'Est, qui ne respectent pas l'état de droit, quand on demandait à l'Union européenne de définir l'état de droit, chou blanc, ils disaient non, mais on va fixer quelques conditions. À chaque fois, ces pays, d'accord, ils disaient d'accord, on accepte. Ils remplissent ces conditions, ils disent non, mais c'est toujours pas ça l'état de droit. On vous donnera l'argent du plan de relance européen quand vous ferez exactement ce qu'on vous dit et que vous savez dans l'état de droit. On a demandé plein de fois à l'Union européenne, à la Commission européenne, de définir exactement ce qu'elle entendait par là. À chaque fois, elle tirait à côté. Il y a un instant, Vagabond dit, il ne faudrait pas que papa et maman se disputent devant les enfants. La question, c'est qui est la femme et qui est l'homme. Non, mais c'est comme une vieille maison comme ça. Tu as l'Allemagne dans le fauteuil qui lit son journal. À côté, tu as la France qui est en train, je sais pas, de balayer. Et la France dit, c'est moi qui porte la culotte dans le couple. Et l'Allemagne qui dit, oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait très années 60 comme image. Mais j'aime beaucoup. Ça date de l'époque, justement. On regarde jusqu'à la fin de cette partie. Peut-être un espoir pour certains que l'Allemagne va prendre ce dossier en main. L'Allemagne va prendre ce dossier en main. Donc, si c'est de remettre de l'ordre dans les pays tels que la Hongrie et la Pologne, ben, il faudrait qu'il change de ligne politique. Et justement, 2 ans plus tard, Arte nous dit que c'est le cas. Il y a eu la semaine dernière les élections, il y a 2 semaines maintenant, qui sont passées un peu inaperçues sur les médias internationaux, enfin les médias français, parce que il y a une grosse couverture avec le conflit entre Israël et Palestine. Du coup, les fact-checkers étaient occupés ailleurs. Voilà. Et on a Arte qui nous présente maintenant les résultats. Les Polonais ont voté et ils ont choisi l'Europe, un sursaut démocratique qui va marquer l'avenir du pays. On en parle dans Arte Europe l'Hebdo. C'est donc une belle victoire pour l'opposition polonaise pro-européenne. La bataille a été rude face au parti au pouvoir, les ultra-conservateurs nationalistes du PiS, le parti Droit et Justice. Alors, pour les mettre hors... Sachant que quand tu regardes l'échiquier des partis politiques en Pologne, il y a encore plus à droite que PiS. Donc les ultra-conservateurs, donc le parti plus à droite que le PiS. Ultra-conservateur nationaliste populiste. C'est ce qu'elle a dit, c'est ça? Ouais. le bingo, quoi. Puissance 4. Le mot d'ordre est hors jeu, donné. les Polonais se sont mobilisés comme jamais. On se refait ce week-end électoral historique en accéléré. Savoir que la personne que vous venez de voir, c'est Donald Tusk. Oui. Quelqu'un qui a goûté à la cantine européenne. Et apparemment, elle était très bonne. Puisqu'il a été président de l'Union européenne. Ouais. Il était avant Premier ministre en Pologne. Et ensuite, quand il a perdu les élections qui devaient lui permettre d'y rester, l'Union européenne lui a dit non, viens, on te place à la tête de la Commission européenne. Tu as un bon fauteuil ici. Fais-toi attendre, ça marchera. 8 ans plus tard, il revient. Il a les fonds qu'il faut pour sa campagne et il a réussi. Ça faisait bien longtemps que les bureaux de vote polonais n'avaient pas connu telle affluence. Et ce dimanche, ce changement en annonçait un autre. Il s'agit du futur de la Pologne. Parce qu'en ce moment, nous n'avons... Désolé, je coupe parce que Vagabond, une vanne. C'est bizarre, l'Allemagne qui doit remettre de l'ordre dans l'Europe de l'Est. Ça me rappelle une période pas très joyeuse. Oui, c'est
Vagabonde, on ne change jamais sa nature. Chasse le naturel, il revient au galop. Il revient au galop s'il est parti à cheval. Non, mais c'est fini les temps où l'Allemagne voulait étendre son hégémonie sur l'Europe, ça se saurait. Ouais. Bon, pas une vraie démocratie. On verra bien ce qui va se passer après l'élection. L'enjeu, c'est le maintien du PiS au pouvoir pour 4 ans. Et pour ma part, je n'en veux pas. 3 électeurs polonais sur 4 se sont déplacés. Plus forte mobilisation depuis la période communiste où le vote était obligatoire. Tout ça après une campagne délétère et clivante. Les derniers sondages avaient placé les ultra-conservateurs du PiS au pouvoir en capacité de former une coalition avec l'extrême droite. Option balayée dès les premiers résultats au profit de la coalition pro-européenne menée par un Donald Tusk euphorique. Ce résultat parle pour lui-même. Personne ne peut plus le fausser. Personne ne peut nous l'enlever. Nous avons gagné la démocratie, la liberté. Nous avons de nouveau gagné notre chère Pologne. La percée de la coalition centriste libérale fait évidemment la une des quotidiens du lendemain. Elle devrait mettre fin à 8 ans de règne du PiS, 8 ans de relations très tendues avec l'Union européenne aussi. Enfin, ça c'est la théorie, car Jarosław Kaczynski, patron du PiS, n'est pas homme à abandonner. Comme son parti est arrivé en tête, il tient à former le prochain gouvernement, même s'il sait pertinemment qu'il n'est pas en capacité d'obtenir une majorité. Déjà un peu plus honnête de ce que j'avais vu de la presse papier. C'est vrai, il y a eu rectification des premiers jours de la semaine. C'était tout simplement la coalition a gagné. Le PiS a perdu. Le PiS a perdu. Et il y avait une formulation un peu malhonnête qui disait oui, ils ont gagné en ajoutant 3 partis, le résultat de 3 partis. Oui, et il précisait que le PiS a perdu. Voilà. Le PiS, le parti au pouvoir, c'est... En fait, pour rétablir la vérité, le PiS a actuellement ce qu'on appelle en France une majorité relative. Il en est au point de la République en marche, en fait. C'est ça. Aucun des autres partis n'a atteint ce score-là. Il n'est pas à la majorité absolue, donc c'est pas 50%, c'est 36% à peu près. Là, vous allez voir... Qui du pro-européen ou du nationaliste doit être désigné pour essayer de former un gouvernement. La loi polonaise ne le précise pas, ce sera donc à lui d'en décider. Le président Duda, proche de Kaczynski et ancien député du PiS. Cette phrase, elle veut rien dire. Le président Duda, c'est le président actuel en Pologne, proche de Kaczynski. Les membres du PiS. Les membres du PiS, bah, ils sont tous les deux du même... Ils sont tous les deux du même parti. Ah putain, Arte, ils ont l'air d'avoir des sacrés fact-checkers encore aussi. Ils sont occupés ailleurs, là, c'est peut-être pas un travail pour les stagiaires. Ils lisent les journaux d'opposition polonais, qui sont forcément considérés comme pro-européens, et ça suffit. Mais dans le programme de la campagne polonaise, il y avait des idées amusantes, quand même. Et par exemple, le fait qu'il fallait... en tant que rapprochement avec l'Union européenne, la Pologne, certains partis ont reproposé de passer à l'euro. Par exemple... Bah là, c'est le nouveau truc qu'ils sont en train de balancer en France, j'ai vu passer ça. Ils sont en train de dire, les Polonais vont prendre l'euro. Voilà, tout simplement. Ils sont en train de dire... Ils sont en train de dire ça en France. Sauf que c'est quoi le dernier sondage qu'ils ont fait en Pologne? Il me semble que c'est un refus à presque 66% des Polonais de l'euro. C'est pas 76? Ouais, enfin... Voilà, oui, 3 Polonais sur 4 disaient que non, l'euro c'est mort. On va pas aller dans ce cercueil avec vous. Mais du côté occidental, ils sont en train de balancer dans tous les médias que la Pologne va prendre l'euro. En fait, c'est ça. Quand le fantasme, en fait, s'imagine... Tu penses que tu sais, c'est comme... tu sais, ce conturbin de Bloody Mary, tu vois. Si tu prononces 3 fois son nom, il va vraiment apparaître. Le Candyman. Le Candyman. C'est le Candyman. C'est l'effet Coé. Ils disent euro. Et ça va arriver. Quand tu vois, tu penses ouais, je pense que ça va être ça. Ils doivent penser tellement fort les choses qu'ils pensent que plus ils mettront de conviction à le penser, ça va se réaliser. Au pire, ils impriment de l'euro et ils balancent ça au-dessus de la Pologne. Les Allemands vont faire ça. Ils vont balancer des euros en pensant qu'ils vont dévaluer la monnaie.
On va prendre notre calme. On va prendre une grande bouffée d'air frais. Ah là là là. En tout cas, désolé, on s'est un peu Non, faut pas être désolé. éparpillé. C'est la fin de soirée, on a le droit. Encore une fois, les étapes du deuil, le déni XD. Non, mais il y a justement des personnes au sein de l'Europe, une des raisons pour aller vers l'État fédéral, c'est l'euro. Ils disent que l'euro est menacé et que si on ne soutient pas l'euro en faisant de l'Union européenne une union fédérale de l'Europe, l'euro va se péter la gueule. Et Mais je croyais qu'on n'avait pas besoin de ça, en fait, au départ. Je pensais que l'Europe allait apporter prospérité, on n'aurait plus jamais le retour de l'inflation, tout ça, ils l'ont déjà oublié. ils ont dit qu'il faut plus d'Europe pour que ça fonctionne, tu vois, plus d'intégration, une politique monétaire commune. Bah écoute, on leur a fait confiance une fois et encore à moitié. Schengen 8, Lisbonne non. Ouais, pourtant, la Moldavie va venir. On promet l'Union européenne à certains pays comme si c'était... Oui, mais ces pays sont mal informés sur l'Europe. Oui. Eux, ils s'imaginent que... Et là, on est en Europe, on n'est pas en Europe. On est informé bien ou pas bien? Moi, je pense qu'on est mal informé, tu vois. Eh ben voilà, c'est pas important la réalité. L'important, c'est la façon de la présenter, tu vois. Le PIS a perdu, c'est marqué là. Le PIS a perdu. Il a la majorité, mais il a perdu. Le président est au PIS? Oui, mais il a perdu quand même. Par exemple, parmi les personnes qui sont pour justement cette intégration européenne à tout prix, y compris pour sauver l'euro, il y avait le responsable de la Commission européenne, le précédent de... Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, c'est ça. Aujourd'hui, c'est von der Leyen qui a pris sa place, mais avant, on avait Jean-Claude Juncker. On avait le luxembourgeois, et Jean-Claude Juncker. Très porté sur... la bouteille. Il lui donnait des éclairs d'honnêteté qui étaient incroyables. En France, il est connu surtout pour une interview qu'il avait fait dans le Figaro. Oui, ça c'est pas le Figaro, parce que le Figaro, il a rendu l'article payant pour pouvoir le voir. Donc, si vous voulez vous amuser, allez-y. Nous, on est obligé de passer par Libération. Juncker a-t-il vraiment déclaré un jour qu'il ne pouvait pas y avoir de choix démocratique face au traité européen? Oui, on peut s'arrêter là, mais dans une interview au Figaro en janvier 2015, après l'ascension de Syriza au pouvoir, la question était posée par Nice. Oui. Vous faites référence à une phrase qui tourne depuis quelques années. Rappelle qu'est-ce qui était Syriza, c'était le parti de Tsipras en Grèce. C'est ça. Voilà, je rappelle les faits. Mm-hmm. Cette phrase provient d'une interview donnée par le président de la Commission européenne le 28 janvier 2015. Là, on fait du travail de fact-checking, souvenez-vous. Après la victoire d'Alexis Tsipras et de Syriza à Athènes. À la question « Comment l'Europe démocratique doit-elle traiter un pays qui décidait démocratiquement de sortir du rang ?» Juncker avait répondu « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. On ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. À l'inverse, pour revenir, il faudrait que les 28 partenaires nationaux soient d'accord avec traité d'adhésion et de ratification idoine. C'est une pure spéculation. Le débat sur la sortie de la Grèce de la monnaie commune est un faux débat. » Attends. Le message a été supprimé par le modérateur automatique. Alors, ça m'étonne que ce soit... Oui, un adverti de lettres, mais quand même. Apparemment, 999, le boss, c'est pas d'accord. C'est trop agressif. On peut parler allemand, en fait. Même le bot trouve ça agressif. Mais en fait, la direction du Juncker est dans cette phrase-là. Il peut y avoir de choix démocratiques contre les traités européens. Le bot est pro-européen. Au contraire, il le validerait. Ah, il validerait le ya. Mais pas le 9999. Essaye donc, vagabond, le ya pour voir s'il le valide.
Mais c'est ça, dans la conception qui menait la Commission européenne et qui la mène encore, parce que von der Leyen ne diffère en rien de Juncker, oui, ça fonctionne. Le choix démocratique, ça ne vaut rien. C'est les traités européens qui gouvernent. Et les traités européens sont choisis parfois à l'encontre des choix démocratiques. On en revient encore une fois à Lisbonne, au traité de Lisbonne. La France vote non, le gouvernement dit oui. On habille ça comme on veut, mais la Constitution européenne, c'était aussi un pas énorme vers la fédéralisation. Les Français en étaient conscients, hein, ils n'étaient pas dupes. Non, je pense que non. Je pense que non, parce que rappelle-toi comment on nous avait vendu l'Europe à l'époque. C'était plutôt, il y aura plus de chômage, ça va être la prospérité, ça va être fabuleux. Et c'était surtout ça l'accent. On n'a pas parlé. Le fédéralisme n'a jamais. On ne le présente jamais en avant. C'est là la différence justement avec Olaf Scholz, c'est que non seulement c'est pas des demi-mots dans les couloirs, c'est officiel. C'est dans son programme. Arte traduit même ça en français et diffuse ça sur les ondes. Et justement, on sait que déjà une partie de la Commission européenne, celle qui et le du Parlement, sont contre le choix démocratique. Leur décision ne doit pas s'appuyer sur la volonté démocratique. Et pour aller justement dans ces envies d'Union européenne fédérale, on a une conférence du groupe Spinelli, qui justement est un groupe qui officiellement œuvre pour les États-Unis d'Europe. L'interview contient de nombreuses personnes, l'interview a des témoignages de nombreuses personnes que vous connaissez peut-être. Je regarde. J'avais noté le timecode pour pouvoir sauter parce que la vidéo est en plusieurs langues. Voilà, commençons par celle-là. Nani. Bonjour. Nous avons. Pourquoi tu me mets comme Bendit? Quoi, t'as peur d'être censuré? C'est un député européen, enfin ça l'était. Si vous regardez la vidéo en VOD sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et petit conseil, éloignez vos enfants des écrans. On peut continuer. Et laissez un commentaire comme que vous l'avez fait. Il n'y a pas de basse manœuvre ici. Nani. Bonjour. Nous avons voulu réunir Jean-Marc Ferry et Joschka Fischer pour débattre d'une idée ou d'idées de perspective pour l'Europe. De dire aujourd'hui l'Europe va mal, ce n'est qu'un euphémisme. Mais je crois qu'au-delà de l'Europe va mal, il faut dire que l'Europe manque d'initiative de la part des politiques et peut-être que l'Europe manque aussi d'une théorisation un peu des perspectives européennes. And for this loss of a... Tu vois, il n'y a pas assez d'Europe, il en faut plus. Il faut qu'elle soit encore plus définie et encore plus appliquée. Ça, c'est vraiment le 68 art parfait, quoi. Le retournement de veste le plus total. Ils sont soi-disant battus pour plus d'émancipation, pour finalement s'enfermer dans quelque chose, quoi. C'est... Quand on est riche, on a une belle doublure, on peut retourner sa veste. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une belle doublure. Donc comment on fait en termes de construction politique pour arriver à changer l'imaginaire de la souveraineté, pour arriver à recréer un rêve européen qui puisse avoir un discours en positif? On ne va pas faire campagne sur l'impôt européen. Les institutions européennes... Il soulève exactement la question qu'on avait évoquée tout au début de la vidéo, c'est la souveraineté. Passer à un État fédéral européen,
c'est retirer aux États de la souveraineté. Toute leur souveraineté, de toute façon. Mhm. La souveraineté totale, c'est le terminus dans l'abnégation de souveraineté. Et ils font ça au nom de donner à l'Union européenne plus de souveraineté. La liberté, c'est l'esclavage. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est... Là, c'est ça. Moins de souveraineté, c'est plus de souveraineté. C'est comme ça qu'ils le présentent. C'est comme ça qu'ils le vendent. Et qu'il faut changer la vision des gens pour qu'il n'y ait pas une vision biaisée où le fait que de perdre sa souveraineté, c'est une chose mauvaise, si c'est au profit de l'Union européenne qui en aura plus. C'est le projet des fédéralistes. On vous enlève votre souveraineté et on la redistribue à un échelon plus grand. Là où on était en France dans un État qui prônait la liberté individuelle, là on passe sur le virage à 360 de l'intérêt de la collectivité. Le bien collectif. Le bien collectif. Le bien collectif. À la Spock. L'intérêt du plus grand nombre prime sur l'intérêt du plus petit nombre. Au cas où il y a modérateur, c'est pas un signe religieux, c'est Star Trek. D'accord. Le groupe Spinelli est un groupe qui défend ouvertement, qui travaille activement justement à des États-Unis d'Europe. Et il prend ses défenseurs là où il peut. Cohn-Bendit, ça n'a toujours pas avalé. Lui mériterait une censure des médias, clairement. Ouais, c'est un danger, ce gars. C'est comme tout ce qui est parti à Bruxelles. Ça le protège là-bas. Et ensuite, je te dis, puis la cantine est tellement bonne en plus. Mais c'est ça justement. Avant, on envoyait, dans les années 90 par exemple, on envoyait des gens à Bruxelles pour leur donner un petit statut intéressant, mais ça ne faisait pas de tâche. Non, là maintenant, en fait, Bruxelles, c'est le recyclage. Oui, mais justement, maintenant, tu reviens de Bruxelles, t'as un nouveau vernis. T'es politiquement à nouveau crédibilisé. Là où avant, justement, c'était comme aller présenter la météo au lieu de faire le journal de 20h. Et pour présenter, justement, après le passage à l'euro, il était effectivement un premier passage vers l'État fédéral, le plan de relance européen dont on parle beaucoup. Pour l'instant, on a eu un commentaire. Gros commentaire. Je suis en train d'y réfléchir, même d'un point de vue pratique juridique, puisque chaque pays a sa langue unique. Il faudrait toujours traduire, et étant bilingue, je sais très bien que les traductions ne sont jamais parfaites. Donc, de certaines manières, les textes et les lois seront quand même différents d'un pays à un autre, à moins d'imposer une langue unique. Alors, oui. Mais il y a ce projet-là dans leur vision européenne. Il me semble qu'ils voulaient imposer le français comme langue officielle pour l'Union européenne. Au tout début. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on est passé à autre chose. Parce que, de facto maintenant, il y a une langue unique dans l'Union européenne. C'est l'anglais. Oui, mais l'Angleterre, elle est plus dans l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce qu'on garde l'anglais? C'est pour servir quel pays alors? Mystère. Quel pays parle aussi anglais et qui pourrait avoir intérêt à ce que toute l'Union européenne soit centralisée, regroupée, plus facile à manipuler? L'Australie. Mais oui, c'est clair. On tient notre pays qui tire les ficelles en coulisses. Bien sûr. On y croit tous. C'est le pays des kangourous qui veut ça. Et on n'avait rien vu venir. Surtout, les USA peut-être seront trop gros, voyons. Ce serait trop gros. Ça se saurait si les USA voulaient que l'Union européenne se ramifie. L'Afrique du Sud, les BRICS nous envahissent. Magnifique transition. Allez voir notre vidéo sur les BRICS. Elle est très bien. Et maintenant, pour le dessert, le plan de relance européen, sobrement intitulé « Un premier pas vers le fédéralisme ». C'est aussi une vidéo d'il y a 2-3 ans maintenant. Souvenez-vous, juste après la première vague de Covid et la crise financière que ça a enrôlé, on a créé un plan de relance européen pour aider les pays à repartir du bon pied. Contre des contraintes quand même énormes pour les pays.
contre des contraintes énormes. Et on parle avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. L'avenir de l'Europe se joue en ce moment à Bruxelles parce que finalement, ça serait un premier pas vers le fédéralisme si effectivement cet accord était signé. Oui, c'est d'ailleurs tout l'objet de ce débat de marchand de tapis, parce qu'au fond, la peur des frugaux, c'est quoi? C'est que les contribuables danois, autrichiens, hollandais, etc., de tous ces pays du Nord, payent finalement plus que les citoyens espagnols ou italiens les dégâts de l'épidémie de Covid. Et c'est d'autant plus prégnant ce débat qu'en fait le budget européen, le budget qui rentre directement dans les caisses à Bruxelles et qui ne passe pas par les caisses des États membres, il est tout petit. D'abord, c'est on a un nouveau follow, Alex Zéléa23, bienvenue sur Adam et Yvan. Bienvenue. Il faut le savoir, l'équivalent d'1% du PIB des 27 pays membres. Donc c'est tout petit, c'est 150 milliards. Et sur ces 1%, comment est-il fichu, entre guillemets? Comment est-il fait ce budget? Bonsoir. Eh bien, vous avez 72%, c'est de la contribution des États membres, et 28% seulement ce qu'on appelle des ressources propres. Et ces ressources propres, ce sont les droits de douane qui sont perçus donc au moment où on commerce, et une part de la TVA. Donc... Les droits de douane présentés comme des ressources propres, c'est pas mal ça quand même. Oui. Il fallait la sortir et il y a du talent ici. Moi, je sais pas Nos journalistes ont du talent. Nos journalistes ont du talent. Faudrait fact-checker tout ça quand même. Donc la taxe sur la valeur ajoutée qui est collectée par les États et qui est reversée. Ce qui veut dire que l'Union européenne, c'est un nain politique qui dépend des États membres et qui ne peut pas éviter l'accord, puisqu'en termes de fiscalité, c'est l'unanimité, c'est la compétence exclusive des États, d'où ces discussions interminables auxquelles nous assistons. Et effectivement, il faudrait un budget avec des ressources propres en cas justement d'accord. C'est ça. Il faudrait créer finalement une fiscalité européenne. Alex Zéléa dit, on mettrait dans quel cadre alors le droit de douane? Le droit de douane, en fait, repose justement sur ceux qui peuvent appliquer le contrôle des frontières. Donc, en l'occurrence, les pays directs. Parce que le droit d'acquise, en fait, c'est ça. Il y a pas. Ce qui est assez paradoxal justement dans l'Union européenne, c'est qu'il y a toujours des droits d'acquis sur le tabac, les alcools, enfin les produits justement assujettis aux acquises et aux douanes. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de frontières. Oui. Donc en fait, indirectement, il y a un dumping à ce niveau-là qui peut être fait sur ces ressources. En particulier, tous les produits, pas spécialement l'alcool et le tabac, mais ça peut être tout produit assujetti à une acquise. Même si ça c'est, encore une fois, très homogénéisé. Les différences qu'il y a, par exemple, entre les prix du tabac et de l'alcool, que ce soit, je me souviens par exemple de la balance entre l'Espagne et la France, au début de l'euro, c'était assez conséquent. Car il rentre dans le PIB du pays qui perçoit les droits de douane, non? Oui, effectivement. Si par exemple t'achètes une bouteille de vin rouge en France, les droits d'acquis sont en France. Si par contre tu la ramènes après avec toi dans un autre pays de l'Union européenne où cette bouteille coûterait beaucoup plus cher, donc forcément les droits d'acquis seraient beaucoup plus chers puisqu'il y a les coûts d'exportation, ouais. Tu défavorises le pays, tu peux défavoriser un pays. Mais sur des produits globaux tels que le tabac ou l'alcool, généralement, les pays qui ont une indexation sur le pouvoir d'achat des populations plus faible que d'autres tirent les bénéfices de ces droits d'acquise. Ça y tire vers le haut. Et ça crée justement un flux, simplement. Comment dire, une irrégularité, enfin une concurrence déloyale, voilà, c'est ça le terme. Dans un certain sens. Mais oui, enfin, ça a l'air déloyal si on considère que tout le monde va avoir la même façon de compter. Certains pays considèrent que face à des impératifs, on va faciliter ou rendre plus difficile certaines politiques. Par exemple, la politique énergétique. Ça a l'air de la concurrence déloyale, mais tant que c'est localisé dans un seul pays. Bah, en fait, justement, le marché, justement, ils mettent des frontières sur l'économie, sur un produit, justement, comme l'électricité, mais sur les produits, on va dire, physiques, comme je te disais, le pinard et le tabac, tu vois, le vin, c'est plus difficile.
on peut le faire avec un produit tel que l'électricité qui est sur des réseaux qui sont pas, qui peuvent pas être touchés par l'humain en fait. Ils sont pas cloisonnés. Voilà. Oui, la pub, ça fait du bien. Ça va, je parle assez fort maintenant? La personne en rouge, c'est Adam. Oui. Adam est en dessous d'Adam et Yvan est en dessous d'Yvan. Et on finit juste cette dernière vidéo de la Les impôts européens. C'est ça, des impôts modernes en fait, des impôts qui seraient contemporains, plus adaptés à l'époque, qui ne seraient pas forcément prélevés d'ailleurs dans la poche des citoyens, mais qui seraient assis par exemple sur l'écologie, une fiscalité verte. Donc par exemple élargir ce qu'on appelle le marché du carbone, hein, ce droit à polluer ou ces taxes si vous polluez trop, à d'autres secteurs économiques comme le transport maritime, le transport aérien, ou bien créer ce que les Français notamment proposent, une taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire que quand vous importez des biens en provenance de pays tiers qui n'ont pas la même législation en termes d'écologie que vous, alors vous taxez ces biens et ça rapporte évidemment de l'argent dans les caisses de l'Europe. On pense aussi à une taxe plastique, les plastiques à usage unique, ou bien la taxe du numérique, dont on a tant parlé récemment sur les géants du numérique. Et vous avez vu les difficultés, puisque par exemple, eh bien, Apple a gagné en quelque sorte face à la Commission européenne avec l'appui de l'Irlande, qui refuse donc de taxer ces géants du numérique parce qu'elle attire ainsi sur son sol eh bien, les sièges de ces géants. Et du coup, cette taxe n'est pas perçue ni par les États, ni pour le moment par Bruxelles. Il y a d'autres pistes encore. Taxe sur la fortune, l'impôt sur la fortune, mais au niveau européen, ou la taxe sur les transactions financières. Mais qu'est-ce que ça pose finalement tout ça? C'est la fameuse question de l'harmonisation fiscale en Europe. On est dans des États qui sont concurrents, le moins-disant, celui qui taxe le moins. Et eh bien, établir une fiscalité européenne, ce serait finalement faire un peu la paix sur les taux d'imposition. Et c'est un énorme dossier. Merci beaucoup, Myriam. Justement, ils te parlent justement de ça et ils sont en train de le mettre en application justement dans le fameux plan Next Gen UE qu'ils sont en train de mettre en place là avec l'Europe. C'est qu'on est en train de faire justement cette fameuse fiscalisation de l'air, en fait. La façon dont elle l'a dit, le droit à polluer, quand on parlait de taxe carbone, ça avait un sens, mais le droit à polluer, franchement, c'est pas un peu grinçant quand même comme déclaration. Je sais, c'est juste des mots, mais quand même. Et il faut se dire que le transport maritime est le transport qui pollue le moins dans le transport. Mais en général, le transport maritime, justement, apporte des produits en général de Chine. Et sur la distance, il pollue plus, en fait. C'est pas juste la production. En Chine ou les pays dont la Chine utilise les droits de production, c'est là-bas que la production est la plus polluante en général. Je vais pas vous mentir, on commence à taxer l'air, je deviens éco-terroriste. Donc, globalement, c'était justement pour vous montrer les différentes étapes qui rapprochent notre belle Union européenne d'un projet d'union fédérale les États-Unis d'Europe. Avec tous les sujets qu'on a traités ce soir, on montre vraiment que les Américains, ça y est, ils sont entrés au forceps au Parlement européen. Ils valsent pour l'instant encore avec lui. Ils sont pas officiellement dedans. Ça scandalise encore, mais ça scandalisera pas toujours. En fait, il faut qu'ils marquent un coup fort pour que, en fait, ils créent une forme de résilience. En fait, ils sont persuadés que ça fait partie du jeu médiatique. Ça fait partie du jeu médiatique. Je me demande même si c'était pas un calcul. Tu sais, on place quelqu'un de vraiment flag. Ça se voit que c'est uniquement l'Amérique qui vient. Comme ça, en coulisses, c'est plus discret. Ouais, un chiffon rouge, quoi. C'était la dernière vidéo de la soirée. Bienvenue aux nouveaux venus, notamment Alex Zéléa. Heureux de t'accueillir dans la petite communauté. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. On va voir, Vagabond dit, ça me rappelle aussi un prof d'allemand qui voulait me faire dire que je me sentais européenne parce que j'avais la double nationalité, elle a jamais réussi. Moi, j'avais une prof d'histoire qui nous enseignait que le maréchal Pétain était un héros. Hein. Elle était jeune ou elle était âgée comme professeur d'histoire ? Elle avait une 50aine d'années.
C'est pas spécialement âgé, ça. Il devait avoir ses profs dans les années 90. Je ne veux pas l'afficher ici, mais je me suis levé de salle de cours et j'ai eu le directeur qui m'a demandé d'aller m'excuser, chose que j'ai refusée. En plus, tu as dû être, j'imagine, collé une semaine, donc... Non, parce que j'avais les arguments et en fait, grosso modo, j'ai un peu tourné la chose en mode vous dites ça, si j'ai des problèmes, vous en aurez d'autres. Donc là... J'imagine le petit Yvan menacer les directeurs. Si j'ai des oui, je problèmes, l'ai fait au collège. Alex Zéa qui dit « Les taxes, en mon opinion, ne fait que augmenter l'écart entre les peuples. » Peux-tu préciser par rapport à ça? S'il s'agissait des taxes carbone. Alex Zéa 23. Ça dépend, Première Guerre mondiale. Oui, le soldat pétain, mais là, on te parlait justement, elle est en train de, la prof en question, me parlait du régime de Vichy. C'est rare que... c'est rare. La plupart du temps, quand Pétain est abordé en cours d'histoire, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. On parle rarement du héros de Verdun, on présente plus comme le collaborateur de Vichy. Et dans ce contexte-là, ce genre de déclaration était... Non, moi, j'ai eu le droit de ma prof d'histoire, le héros de la France. Oui. Voilà. Ce qui ne partage pas, ce qui n'est pas du tout mon opinion. Oui, parce que Verdun, quand même, c'était un charnier énorme. Si on regarde la deuxième, j'avoue que héros est un grand mot. C'est un gros mot. Non, nous espérons que, en tout cas, la soirée vous a bien plu.